Un écart brutal surgit entre rapports sécuritaires et communiqués officiels révélant une fracture inattendue au Burkina Faso. D'un côté, des millions de dollars auraient circulé pour acheter des loyautés militaires. De l'autre, la cohésion autour du pouvoir s'est paradoxalement durcie sous la pression extérieure. Que signifie pour vous cette capacité à tenir face à une pression étrangère patiente et méthodique, et que dit-elle du rôle d'Ibrahim Traoré dans ce moment précis? Un rééquilibrage silencieux du Sahel semble déjà se dessiner. Ce récit propose une lecture rigoureuse d'une crise souvent réduite à des slogans, en reliant faits, chiffres et enchaînements causaux observables. L'objectif pour le lecteur est clair: comprendre mécanismes, risques, leviers, conséquences concrètes. L'enjeu dépasse l'actualité immédiate, car il touche à la manière dont un État exposé résiste à des pressions financières, diplomatiques et sécuritaires coordonnées. Ici, il ne s'agit pas d'un simple affrontement interne, mais d'un test grandeur nature de souveraineté dans un environnement géopolitique saturé d'intérêts concurrents. La promesse est double. D'abord, clarifier ce qui relève des faits établis et ce qui procède de récits stratégiques. Ensuite, montrer comment certaines tentatives de déstabilisation produisent parfois l'effet inverse de celui recherché. Et si, au fond, et si chaque pression révélait surtout ses propres limites? En suivant cette logique, l'analyse met en lumière les points de bascule, les marges de manœuvre réelles et les coûts cachés pour chaque acteur impliqué. Comprendre ces dynamiques permet d'évaluer ce qui est véritablement un enjeu pour le Burkina Faso aujourd'hui et ce que cela annonce pour l'équilibre du Sahel demain. Plus de 10 tentatives d'assassinat documentées en moins de 2 ans et plus de 50 officiers arrêtés pour implication directe ou coordination avérée. Mis côte à côte, ces chiffres révèlent que la menace entourant le pouvoir n'a jamais été marginale, mais structurée et persistante autour d'Ibrahim Traoré. Ce premier mini-révélateur oblige à changer d'angle. La crise burkinabé ne se résume pas à une instabilité chronique du Sahel. Elle expose des mécanismes précis par lesquels des acteurs extérieurs tentent d'influencer la trajectoire d'un État. Depuis son arrivée au pouvoir en 2022, Ibrahim Traoré gouverne un pays déjà fragilisé, situé au cœur d'une région où se superposent pression sécuritaire, vulnérabilité économique et convoitise des ressources naturelles. Or, cette combinaison transforme le Burkina Faso en point d'ancrage stratégique pour des intérêts concurrents, souvent dissimulés derrière des discours de stabilisation. Les premiers signaux apparaissent sous forme d'approches discrètes. Des officiers intermédiaires rapportent des propositions ambiguës, des promesses de promotion rapide ou des soutiens financiers présentés comme des partenariats techniques. Pris isolément, ces épisodes pourraient sembler anecdotiques. Placés dans une séquence temporelle continue, ils dessinent une trame cohérente visant la chaîne de commandement militaire. Cette dynamique explique pourquoi les autorités ne parlent plus d'incident, mais de stratégie. Un élément contextuel renforce cette lecture. Le Burkina Faso concentre des ressources clés, notamment l'or, qui constituent des leviers économiques majeurs dans la région. Le contrôle politique conditionne donc l'accès à ces richesses et influence les équilibres régionaux. Dans ce cadre, la pression exercée sur Ibrahim Traoré dépasse la personne. Elle vise la capacité de l'État à imposer ses propres règles. Ce contexte éclaire la logique des événements à venir. La question n'est plus de savoir si la menace existait, mais pourquoi elle s'est intensifiée sans parvenir à fracturer le pouvoir. Pour saisir l'impact concret des pressions décrites, il faut quitter les sommets institutionnels et suivre un fil humain. Un officier intermédiaire, en poste dans une zone sensible du Nord, devient un repère révélateur. Approché à plusieurs reprises par des intermédiaires proposant un rééquilibrage du commandement, il refuse et transmet l'information. Ce geste déclenche une vérification interne ciblée
qui met au jour un canal d'infiltration actif depuis des mois. Le personnage n'est pas héroïsé, il incarne une fonction. Son rôle montre comment une décision individuelle peut activer une réponse systémique. Un second cas complète ce tableau. Un officier logistique signale une tentative d'échange matériel contre un accès privilégié à des informations stratégiques. L'alerte entraîne une coordination immédiate entre renseignements militaires et cellules diplomatiques. L'enquête révèle des connexions régionales, confirmant que la pression ne procède pas d'initiatives isolées, mais d'un dispositif articulé. Ces deux situations rapprochées illustrent un effet précoce. La menace force l'appareil à apprendre plus vite, à croiser les signaux, à réduire les angles morts. Les conséquences apparaissent rapidement. Les procédures de remontée d'informations se raccourcissent, les unités sensibles ajustent leurs protocoles sans communication publique excessive. La vigilance devient un réflexe opérationnel plutôt qu'une consigne formelle. Ce changement de tempo modifie l'équilibre interne. Là où l'incertitude fragilisait, l'anticipation stabilise. Ce niveau micro éclaire le niveau macro. Les pressions extérieures produisent un apprentissage organisationnel mesurable. En clair, la vigilance transforme la pression en avantage institutionnel. Avant la phase ouverte, la situation se caractérisait par des tensions diffuses, difficiles à attribuer et faciles à minimiser. Après, elle devient une confrontation lisible, rythmée par des actes coordonnés et des réponses rapides de l'État. Ce basculement marque l'entrée dans une séquence où chaque mouvement appelle un contre-mouvement. L'activation commence par une série d'approches simultanées visant des points clés de la chaîne militaire. Des intermédiaires circulent, porteurs d'offres financières substantielles et de promesses d'ascension accélérée. Les signaux se multiplient dans peu de temps, suggérant une synchronisation nouvelle. Les alertes remontent plus vite que prévu et les services comprennent que l'échelle a changé. À ce stade, la pression ne cherche plus seulement à tester. Elle vise à déclencher des défections ciblées, capables d'entraîner un effet domino. Le pic survient lorsque des tentatives de prise de contact direct avec des commandants opérationnels sont interceptées. Les interrogatoires confirment l'existence de fonds dédiés et d'instructions venues de l'extérieur. La dynamique devient alors explosive. Les unités loyales sont repositionnées, les accès stratégiques renforcés, les communications surveillées de près. La réaction se veut chirurgicale. Frapper vite, limiter l'onde de choc, éviter l'escalade publique. Cette phase révèle un élément décisif. La capacité de coordination interne s'est accrue, réduisant la fenêtre d'action des réseaux adverses. Un moment charnière s'impose lorsque des arrestations ciblées exposent la profondeur du dispositif. Les documents saisis et les communications interceptées dessinent une architecture transnationale, où la pression financière s'articule avec des relais régionaux. La tentative de déstabilisation cesse d'être un soupçon, elle devient un fait établi. À partir de là, la narration change. L'État ne répond plus à des rumeurs, mais à une stratégie identifiée. Les répercussions s'étendent au-delà du champ sécuritaire. Au sein de l'armée, un resserrement s'opère autour d'un noyau loyaliste, renforçant la cohésion et clarifiant les lignes d'autorité autour d'Ibrahim Traoré. Dans l'administration, des procédures exceptionnelles deviennent des standards temporaires. À l'extérieur, les discours diplomatiques gagnent en intensité, évoquant tour à tour la stabilisation, la préoccupation et la nécessité d'un accompagnement. Cette couche narrative agit comme une pression parallèle, cherchant à influencer la perception autant que les faits. Pourtant, l'effet produit n'est pas celui attendu par les instigateurs. Chaque tentative avortée réduit leur discrétion et augmente le coût de l'opération. Les réseaux perdent en souplesse, l'État gagne en lisibilité. Le cycle activation-pic-répercussion révèle un paradoxe. La montée en puissance de la pression
accélère l'apprentissage institutionnel et consolide certains équilibres internes. Ce déroulé éclaire la suite. La question n'est plus de savoir comment la crise a éclaté, mais comment ses effets cumulatifs redessinent durablement le rapport de force. Au départ, la menace apparaissait diffuse et fragmentée. Désormais, elle est mesurable, cumulative et structurée autour du pouvoir d'Ibrahim Traoré. Ce passage du flou au quantifiable constitue le cœur du passage du point de départ à l'écart mesurable qui permet d'évaluer l'ampleur réelle des pressions exercées sur l'État burkinabé. Première mesure décisive, plus de 10 tentatives d'assassinat recensées et documentées depuis 2022. Ce volume d'attaques révèle une pression continue, organisée et exceptionnellement persistante. Ce chiffre n'exprime pas seulement une répétition, il indique une stratégie d'usure. Chaque tentative avortée implique reconnaissance, logistique, relais internes et financement. Leur accumulation dans un laps de temps relativement court suggère que les acteurs impliqués ont accepté un coût élevé, convaincus qu'une réussite ponctuelle suffirait à provoquer un basculement institutionnel. L'échec répété ne réduit pas la pression, il la rend plus ciblée, plus prudente et parfois plus coûteuse. Deuxième donnée structurante, la saisie, en novembre 2024, d'une mallette contenant 5 milliards de francs CFA destinés à acheter des défections militaires. Cette somme exceptionnelle signale l'échelle financière d'un projet subversif transnational. Ce montant ne peut être interprété comme un pot de vin isolé. Il implique des circuits d'acheminement, des garanties et une anticipation des risques judiciaires. L'argent devient ici un indicateur stratégique. Il révèle la profondeur de l'engagement extérieur et la conviction que la fragmentation de la chaîne de commandement constituait un levier décisif. La saisie transforme l'argent clandestin en preuve politique, exposant la mécanique d'influence là où elle cherchait l'invisibilité. Troisième mesure clé, plus de 50 officiers arrêtés pour implication directe ou coordination avec des réseaux extérieurs. Ce nombre élevé indique une infiltration progressive, patiente et méthodiquement construite. Cette donnée éclaire la nature du risque. Il ne s'agissait pas d'un complot ponctuel, mais d'un travail d'implantation visant différents niveaux hiérarchiques. Le chiffre révèle aussi une vulnérabilité initiale, mais surtout la capacité de l'appareil à identifier, isoler et neutraliser des segments entiers du réseau. La quantité devient alors un révélateur inversé. Plus les arrestations sont nombreuses, plus la cartographie de la menace s'affine. Replacées dans leur séquence temporelle, ces trois mesures dessinent une courbe ascendante suivie d'un infléchissement. L'intensification des tentatives correspond à une phase de confiance des réseaux adverses. L'exposition publique des chiffres marque, au contraire, le moment où la pression perd son avantage principal, la discrétion. À partir de là, chaque action clandestine accroît le risque d'identification et réduit la marge de manœuvre opérationnelle. La réponse institutionnelle s'ajuste en conséquence. Les services passent d'une posture réactive à une logique anticipative, fondée sur le croisement des données et la surveillance ciblée des postes sensibles. Ce virage ne supprime pas la menace, mais il modifie son rendement. Là où l'ingérence cherchait la division rapide, elle rencontre désormais une structure capable d'absorber le choc et d'en extraire de l'information exploitable. La donnée brute change ainsi de statut. Elle ne sert plus uniquement à constater la crise, elle devient un outil de consolidation. Dans ce delta, la pression extérieure cesse d'être invisible et perd d'une part de son efficacité stratégique. Deux lectures antagonistes dominent l'analyse internationale de la crise burkinabé, et chacune mérite d'être formulée dans sa version la plus robuste avant toute évaluation. La première, souvent relayée par certains cercles diplomatiques, soutient que des actions d'influence discrète seraient justifiées
par l'impératif de stabilité régionale. Selon cet argument, le Burkina Faso occupe une position charnière dans le dispositif sécuritaire du Sahel. Un pouvoir jugé imprévisible pourrait accroître les risques de débordement, fragiliser les frontières voisines et compromettre les efforts de lutte contre les groupes armés. Dans cette perspective, la pression exercée ne serait pas une ingérence, mais une prévention visant à éviter une dégradation plus large. Un second argument, plus institutionnel, avance que la concentration du pouvoir autour d'Ibrahim Traoré pourrait mener à une centralisation excessive. Cette lecture insiste sur le risque d'isolement diplomatique et sur la dépendance à une loyauté militaire potentiellement instable. Le raisonnement des Koizani est cohérent. Si les alliances traditionnelles se distendent, l'État perdrait des soutiens logistiques et politiques essentiels, rendant sa position plus vulnérable face aux chocs internes et externes. Les pressions seraient alors interprétées comme un moyen de rééquilibrer un système perçu comme fragile. Ces deux argumentaires présentent une logique interne solide. Pourtant, les données établies par les enquêtes burkinabées en limitent la portée explicative. Plus de 10 tentatives d'assassinat en moins de 2 ans, la circulation avérée de milliards de francs CFA destinés à acheter des officiers et l'arrestation de plus de 50 militaires impliqués, dépassant largement le cadre d'une prévention stabilisatrice. Ces éléments indiquent une stratégie proactive visant un changement de pouvoir, non une simple correction d'orientation politique. En outre, l'effet observé contredit les hypothèses initiales. Loin de provoquer un affaiblissement rapide, la pression a contribué à renforcer la cohésion interne et à accélérer l'apprentissage institutionnel. La loyauté militaire, présentée comme fragile, s'est resserrée autour d'un noyau identifiable. La centralisation, loin d'être uniquement un risque, est devenue un outil temporaire de résilience face à une menace structurée. Ce décalage entre intentions proclamées et résultats mesurables suggère que les cadres d'analyse externes sous-estiment un facteur clé, la capacité d'adaptation d'un État confronté à une pression prolongée. La crise burkinabé montre ainsi que certaines stratégies, rationnelles en théorie, produisent sur le terrain des effets inverses à ceux escomptés. La pression change de camp. Ce constat marque un tournant discret mais décisif. À mesure que les réseaux adverses sont exposés, leur principal avantage s'érode, l'opacité. Ce qui relevait autrefois de manœuvres invisibles devient traçable, documenté et politiquement coûteux. Pour Ibrahim Traoré, cette bascule ne signifie pas la fin des menaces, mais une transformation de leur nature. Le point médian réside dans une prise de conscience institutionnelle. L'État ne réagit plus uniquement aux signaux internes. Il intègre désormais les ramifications régionales et financières dans une lecture unifiée. Les enquêtes ne se contentent plus d'identifier des exécutants locaux. Elles cartographient des chaînes entières, reliant intermédiaires, flux financiers et relais extérieurs. Cette vision élargie modifie la posture défensive. Anticiper devient plus rentable que contenir. Un autre changement s'opère sur le plan narratif. Les tentatives de pression, une fois révélées, perdent leur capacité de dissimulation morale. Elles ne peuvent plus se présenter comme des actions stabilisatrices sans être confrontées aux faits exposés. Cette exposition crée un effet dissuasif indirect, car chaque nouvelle initiative augmente le risque de dévoilement public. Ce moment charnière révèle donc une inversion silencieuse. Là où l'ingérence cherchait à fragiliser le centre du pouvoir, elle contribue à renforcer sa lisibilité et sa capacité de réponse. La question devient alors plus large. Jusqu'où cette nouvelle configuration peut-elle redéfinir les équilibres au-delà du Burkina Faso? Les révélations accumulées ne restent pas cantonnées
au, au cercle sécuritaire. Elles produisent des effets tangibles sur quatre groupes distincts, chacun touché selon des mécanismes spécifiques. Ces conséquences, observables et cumulatives, donnent une mesure concrète du basculement en cours autour d'Ibrahim Traoré. Pour l'État, l'impact est immédiat et structurel. Les arrestations et la mise au jour des réseaux imposent une réorganisation accélérée des postes sensibles. Les chaînes hiérarchiques sont resserrées, les procédures de contrôle renforcées et la circulation de l'information devient plus centralisée. Cette recomposition accroît la capacité de réaction, mais elle modifie aussi l'équilibre interne du pouvoir. La centralité du noyau décisionnel s'affirme comme une réponse fonctionnelle à la menace, réduisant les zones grises où l'ingérence prospérait. Le coût est une administration plus compacte. Le gain est une lisibilité accrue des responsabilités. Pour les acteurs économiques, l'effet est ambivalent. À court terme, l'exposition des complots génère de la prudence, notamment dans les secteurs liés aux ressources stratégiques. Les partenariats sont réévalués, les circuits financiers scrutés avec plus d'attention. Cependant, cette phase de retrait s'accompagne d'un mouvement de recentrage. Les entreprises locales cherchent à sécuriser leurs opérations, à renforcer la transparence et à s'éloigner des réseaux opaques susceptibles d'attirer des pressions extérieures. À moyen terme, cette clarification forcée peut stabiliser l'environnement interne, même si elle réduit certaines opportunités rapides. Pour la population, les conséquences se traduisent par un mélange de vigilance et de cohésion. La répétition des tentatives avortées nourrit un sentiment partagé. La menace est réelle, mais elle est contenue. Dans plusieurs zones, des initiatives locales émergent, favorisant la remontée d'informations et la protection des infrastructures essentielles. Cette mobilisation n'est pas uniforme, mais elle reflète une prise de conscience collective. La stabilité cesse d'être perçue comme acquise. Elle devient un objectif actif auquel chacun contribue indirectement. Pour l'environnement régional, enfin, l'effet dépasse largement les frontières nationales. Le Burkina Faso est observé comme un cas d'école par des États confrontés à des pressions comparables. L'échec répété des tentatives de déstabilisation envoie un signal clair. Les stratégies fondées sur l'argent et les réseaux clandestins rencontrent désormais une résistance institutionnelle plus robuste. La position d'Ibrahim Traoré gagne en visibilité non pour son discours, mais pour ce qu'elle incarne, la possibilité de contenir une ingérence prolongée sans effondrement immédiat. Cette perception alimente une dynamique de solidarité prudente, fondée sur l'échange d'expériences sobres et la défense d'une souveraineté collective. Ces quatre faisceaux convergent vers un même constat. La crise ne fragmente pas mécaniquement le système, elle le reconfigure. Les effets réels se mesurent moins dans l'instant que dans la manière dont chaque acteur ajuste durablement ses comportements. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, l'évolution de la situation burkinabé peut être envisagée selon trois trajectoires plausibles. Aucune ne relève de la certitude. Chacune prolonge des dynamiques déjà observables et met en évidence des points de fragilité distincts. Dans un scénario de continuité, les réformes sécuritaires se poursuivent à un rythme soutenu, sans rupture majeure. La centralisation décisionnelle demeure l'outil principal pour contenir les pressions résiduelles, tandis que les circuits financiers suspects continuent d'être surveillés. Dans ce cadre, l'État maintient une stabilité fonctionnelle. Les tentatives de déstabilisation se raréfient sans disparaître totalement. La cohésion autour d'Ibrahim Traoré reste élevée, mais dépend d'un équilibre délicat entre vigilance et surcharge institutionnelle. Ce scénario privilégie la continuité, avec des gains progressifs et des risques maîtrisés. Dans un scénario plus favorable,
Les réseaux adverses subissent un affaiblissement durable lié à la perte de discrétion et à l'augmentation des coûts opérationnels. La coopération régionale se renforce, permettant un partage d'informations plus fluide et une réduction des relais transfrontaliers. Dans cette configuration, la pression extérieure recule nettement, ouvrant une fenêtre pour desserrer certaines mesures exceptionnelles sans compromettre la sécurité. L'État consolide ses capacités internes tout en regagnant des marges diplomatiques. La stabilité demeure prudente, mais elle s'accompagne d'une normalisation graduelle des procédures. Dans un scénario moins favorable, les acteurs hostiles adaptent leurs méthodes, misant sur des stratégies plus indirectes et moins visibles. La pression se déplace vers des leviers économiques et narratifs, cherchant à user la cohésion interne sur la durée. La centralisation prolongée génère des tensions internes, tandis que l'exposition permanente épuise les ressources institutionnelles. Dans ce cas, la stabilité persiste formellement, mais au prix d'une rigidité croissante et d'une vulnérabilité accrue aux chocs imprévus. Face à ces trajectoires, un repère de lecture s'impose. Si les mécanismes de contrôle restent transparents et évaluables, alors la pression perd en rendement. Si l'opacité réapparaît, elle regagne du terrain. Cette grille permet d'interpréter chaque signal sans céder aux narrations extrêmes. Au-delà des cercles politiques et sécuritaires, la crise burkinabé résonne avec celles et ceux qui observent ces événements à distance. Elle interroge des notions souvent abstraites, mais dont les effets sont concrets. Souveraineté, stabilité et responsabilité internationale. Comprendre ce qui se joue autour d'Ibrahim Traoré revient à examiner comment des mécanismes globaux influencent directement la trajectoire de sociétés entières. Un premier niveau d'impact concerne la lecture du monde. Les tentatives de pression mises au jour montrent que l'ingérence ne se manifeste pas toujours par des interventions visibles. Elle emprunte aussi des voies financières, relationnelles et narratives souvent plus difficiles à détecter. Pour le lecteur, cette réalité invite à dépasser les récits simplifiés et à interroger les intérêts sous-jacents qui structurent certaines prises de position internationales. Le deuxième niveau touche à la perception de la résilience. Voir un État exposé absorber des chocs répétés sans effondrement immédiat oblige à nuancer l'idée d'une fragilité automatique des institutions locales. La capacité d'adaptation observée, bien que coûteuse, rappelle que la résilience n'est pas une posture idéologique, mais un processus fait d'ajustements continus et de compromis difficiles. Un troisième niveau concerne la place des citoyens. Les dynamiques décrites montrent que la stabilité n'est pas uniquement produite par des décisions de sommet. Elle dépend aussi de la vigilance collective, de la circulation de l'information et de la confiance minimale entre institutions et population. Pour le lecteur, cela souligne que les crises lointaines renvoient souvent à des mécanismes universels. Ces trois niveaux convergent vers une même idée. Comprendre les faits permet de se situer. La lucidité devient alors un outil pour résister aux récits binaires et maintenir une lecture équilibrée des événements complexes. Une sortie durable de la séquence de pression observée repose moins sur une décision spectaculaire que sur une série d'actions coordonnées, mesurables et maintenues dans le temps. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu consiste à consolider ces leviers sans transformer la vigilance en rigidité permanente. D'abord, sécuriser les postes sensibles. La rotation programmée des fonctions exposées, combinée à des audits internes réguliers, réduit les risques d'implantation prolongée. L'indicateur clé n'est pas la fréquence des changements, mais la capacité à détecter rapidement des anomalies de comportement ou de flux. Ensuite, assécher les circuits financiers opaques. La traçabilité renforcée des partenariats à risque permet de transformer l'argent clandestin en signal d'alerte. Le critère d'efficacité repose sur la diminution mesurable des flux non déclarés et sur la rapidité des contrôles correctifs. Puis, élargir la coopération régionale.
Le partage d'informations avec des États confrontés à des pressions similaires dilue l'avantage des réseaux transnationaux. Le succès se mesure à l'opérationnalité des échanges, non au nombre d'accords annoncés. Après cela, structurer la vigilance civilo-institutionnelle. Les canaux de signalement doivent rester accessibles, protégés et réactifs. Le délai entre alerte et intervention devient ici un indicateur central. Enfin, encadrer les leviers économiques sont stratégiques. Une supervision stricte des secteurs sensibles limite l'usage de la pression économique comme outil indirect d'influence. Ces mesures ne promettent pas l'absence de nouvelles tentatives. Elles créent cependant un environnement où chaque pression extérieure rencontre une structure capable d'en limiter l'impact. La stabilité devient alors un processus entretenu plutôt qu'un état supposé acquis. Revenir aux premiers signaux permet de mesurer le chemin parcouru. Ces approches discrètes, ces offres ambiguës adressées à des officiers intermédiaires paraissaient secondaires au moment où elles surgissaient. Elles constituent pourtant le fil conducteur de toute la séquence. Ce sont ces gestes minuscules, signalés à temps, qui ont enclenché une réaction en chaîne et transformé une vulnérabilité diffuse en capacité de résistance organisée. Le motif humain introduit plus tôt retrouve ici sa portée. L'officier qui refuse, qui alerte, qui déclenche une vérification interne n'incarne pas une exception héroïque. Il représente un mécanisme collectif où chaque décision individuelle alimente la solidité de l'ensemble. À mesure que les réseaux adverses sont exposés, cette logique s'étend. La vigilance devient partagée. La confiance se reconstruit autour d'actions concrètes. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un symbole que comme un point de convergence. Le pouvoir se consolide non par l'effacement du risque, mais par la capacité à reconnaître les signaux faibles et à agir avant la rupture. La trajectoire récente montre que la souveraineté ne se défend pas uniquement par des discours, mais par une accumulation de réponses cohérentes. La résistance naît souvent de détails ignorés. Ce rappel recentre l'analyse sur l'essentiel. La stabilité se construit dans la durée, par l'attention portée aux premières fissures. Au terme de ce parcours, une évidence s'impose. Les dynamiques observées au Burkina Faso ne relèvent pas d'un cas isolé. Elles illustrent des mécanismes plus larges où pression extérieure, choix institutionnels et réactions collectives s'entremêlent. Comprendre cette séquence, c'est aussi affiner son regard sur la manière dont se redessinent aujourd'hui les rapports de force dans des régions longtemps perçues comme périphériques. Partager et discuter ces analyses participe à une mise en perspective nécessaire. Cela permet de dépasser les récits simplifiés, d'identifier les signaux récurrents et de mieux distinguer les faits des interprétations intéressées. Dans un environnement informationnel saturé, cette démarche devient une forme d'engagement intellectuel fondée sur l'attention aux données et aux enchaînements réels. Si ces enjeux vous interpellent, prolonger la réflexion par l'échange et la comparaison d'analyses contribue à enrichir le débat. Les trajectoires politiques et sécuritaires africaines gagnent à être abordées avec nuance, continuité et sens du détail. La question demeure ouverte. Comment ces expériences de résistance et d'adaptation influenceront-elles, à moyen terme, l'équilibre régional et la perception internationale de la souveraineté?